Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi 16 novembre. Bien, petite nouvelle. Je pense que nos médias mainstream ne vous en ont pas parlé. La réforme des retraites, oui. Eh bien, elle serait imposée par surprise au Sénat. Je vous explique. Lors du vote sur le budget de la sécurité sociale pour 2021, ce samedi 14 novembre à 19h, les sénateurs majoritaires, c'est la droite, au Sénat, estimant que Macron ne va pas assez vite, ont fait rentrer par un amendement de dernière minute la réforme des retraites massivement rejetée par les Français, vous le savez bien. Report de l'âge de la retraite à 63 ans, allongement de la durée des cotisations à 43 annuités, attaque contre certains régimes protecteurs, etc. etc. Bon, je n'ai pas le détail si vous voulez. Donc, on peut dire pratiquement une véritable provocation en plein confinement, alors que la liberté de contester est dramatiquement réduite et que la crise sanitaire engendre une crise sociale catastrophique. C'est quand même une provocation, car cette réforme avait mis des millions de personnes dans les rues, suscité des mois de grève et été contestée donc par l'immense majorité de la population. Et donc, c'est une accélération, et après ce coup de force, il ne reste plus qu'un vote à l'Assemblée avec la majorité En Marche, plus les Républicains, donc ça va passer largement. Et voilà, et donc la casse des retraites sera passée par la diversion du Covid. On vous fait passer plein de lois restrictives sur vos libertés et sur vos avantages sociaux, mais ça, on en avait déjà parlé. Voilà, il y a eu 331 votants, 318 se sont exprimés, pour 200, contre 118. Le Sénat a adopté. Voilà. Alors, sous prétexte, c'est l'article 47 quater, insérer un article, voilà, afin d'atteindre l'équilibre financier de l'ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l'équilibre et le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l'État est chargée de formuler des propositions recourant aux paramètres suivants dans la limite du besoin de financement nécessaire pour établir cet équilibre. Âge d'ouverture des droits à retraite, conditions d'âge et durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein. Aussi, tenant compte du choc de la crise économique et de la nécessité de donner la priorité à l'emploi dans les 2 prochaines années, le présent amendement vise à reporter progressivement l'âge d'ouverture des droits jusqu'à 63 ans en 2025 et à accélérer l'allongement de la durée d'assurance nécessaire pour l'accès à une pension à temps plein prévue par la loi Touraine de 2014 pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965. Alors, ce qui veut dire que, de toute façon, toutes les personnes, souvent, ont commencé à travailler à 22, 23, 24 ans, quand on fait des études supérieures. Donc, comptez, admettons, vous commencez à travailler à 22 ans, vous rajoutez donc 43 annuités, ça vous fait partir à 65 ans. Donc, vous voyez, donc on vous annonce un chiffre, mais en fin de compte, il n'y a plus grand monde qui, comme à une certaine époque, on allait bosser en tant qu'apprenti à 16, 17, 18 ans. Et voilà. Déjà, on commence déjà par 2-3 ans de chômage. Et ben voilà, vous avez une info qui est assez très très récente. Voilà. Je vais revenir sur le vaccin. Alors, c'est dingue, cette histoire de vaccin, c'est de la folie. Déjà, je vais vous parler du Remdesivir utilisé contre le Covid, qui a déjà rapporté près de 900 millions de dollars à Gilead, à la faveur des ventes de ce produit. Donc, le groupe a vu son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 17%, et qui donc, ça, on a plafonné à 6,58 milliards de dollars. Alors maintenant, nous allons à Pfizer pour l'annonce de ce vaccin qui est arrivé juste après les élections, enfin, qui est arrivé. L'annonce, alors en fin de compte, c'est une annonce qui a été faite, mais c'est simplement une annonce commerciale. C'est comme si je vous envoie un mail aux agences de presse en disant, eh ben voilà, mon vaccin, il est réussi à 90. Ce n'est pas les résultats d'une étude
de médicaments par un organisme spécialisé. Hein. C'est simplement le PDG qui annonce, voilà, tout bonnement. Alors, ce PDG, donc Albert Bourla, a vendu pour 5,6 millions de dollars, ce qui fait 4,76 millions d'euros d'actions du laboratoire américain, le jour de l'annonce par le groupe de bons résultats préliminaires sur l'efficacité d'un vaccin contre le Covid-19. Voilà, hein, on a su ça mercredi 11 novembre. Voilà. Il a vendu 132 508 titres au prix de 41,94 $ à Wall Street, donc ce qui fait 5,6 millions de dollars. La vice-présidente des laboratoires, Sally Sussman, a aussi cédé lundi pour 1,8 million de dollars, vendant 43 662 titres. C'est bien, hein? Voilà. En plus, il faut savoir que l'action s'était envolée le lundi de plus de 7%, lorsque le laboratoire avait annoncé que son vaccin développé avec la compagnie allemande BioNTech était efficace à 90% contre le Covid, enfin 90% le premier mois. Hein. Et voilà, donc ils se sont arrangés, si vous voulez, ce sont des ventes programmées à l'avance, et comment dire, quand vous êtes PDG, vous devez dire à l'avance, dans 60 jours ou dans 30 jours, je vendrai certaines de mes actions. Et puis ils ont fait coïncider, je vendrai X milliers d'actions au prix du marché. Basta. Mais il a fait coïncider 2 jours avant, il a annoncé l'histoire de ce vaccin. Hein. Bon, il ne l'a pas annoncé avant les élections, puisque ça aurait pu faire remonter Trump. Donc il l'a annoncé juste après, mais il avait tout prévu à l'avance. Et en fin de compte, il annonce ce vaccin miraculeux et cette annonce tombe la veille du jour qui était prévu depuis 30 jours pour la vente de cette action. Et boum! Et donc, quand on sait qu'il y a eu des écarts jusqu'à 14%, je peux vous dire qu'il a fait un sacré bénéfice. Hein, voilà, hein. Effet d'annonce, et ça rapporte un maximum. Voilà. Je rappelle aussi que je reviens sur le Remdesivir de Gilead. Le Remdesivir n'a soigné aucune personne, que ce soit pour le Covid ou au départ c'était je crois pour Ebola. Et l'Union européenne en a acheté 500 000 doses. Hein. On ne sait pas ce qu'on va en faire, hein, avec notre argent bien entendu. Hein. C'est un peu comme les doses de vaccin pour le H1N1. Hein, voilà. Donc c'est quand même fantastique. Ces combines économico-sanitaires, c'est... Enfin bon, je continue. Hein. Enfin, moi, je tiens à préciser que je ne suis pas vacciné, sauf contre la connerie. Ce système de santé spécule... c'est plutôt ce système économique qui spécule sur la santé. C'est ce qui a causé la faillite, si vous voulez, de notre système de santé géré par des comptables devant leur seul et unique tableau de bord au niveau rentabilité, au niveau pas rendu sanitaire, si vous voulez. Hein. Voilà. J'ai quand même écouté l'interview d'un directeur de recherche du CNRS, M. Yves Godin, qui, lui, n'est certainement pas un complotiste. Hein. Il rappelait que la phase 3, dans toutes les études d'un vaccin, durait normalement entre 3 et 5 ans, afin d'étudier en détail les effets secondaires et les mutations possibles du virus. Il jugeait donc qu'on puisse sortir un vaccin au bout de 10 mois au lieu de 5 ans. Voilà. Alors maintenant, on peut attendre tous les spécialistes habituels des vaccins qui bavassent à la télé, qui vont nous expliquer que c'est une merveilleuse nouvelle et que, voilà, hein, donc le directeur du CNRS, certainement, c'est un complotiste ou il ne sait pas ce qu'il raconte. Hein, voilà. Enfin, alors ils sont vraiment très forts en fin de compte, puisque comment obliger toute la population à se faire vacciner de force avec un nouveau vaccin expérimental qui n'a jamais été testé à grande échelle sur toute une population. Et l'idée, c'est que ce spécial vaccin Covid idiot, est un nouveau vaccin expérimental. C'est un vaccin contre un virus à ARN et non pas à ADN. Donc le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés. Donc il ne peut pas être délivré aux médecins par les pharmacies, mais uniquement exécuté par des centres agréés par l'État, qui pourra ainsi tout contrôler et surtout tout sanctionner. Il faut bien comprendre que, en tant que médecin, par exemple, j'ai des réflexions de médecin, si une maladie contagieuse a un taux de létalité, de mortalité de 10%, bien entendu, on va se faire vacciner en courant. Mais
avec un taux de létalité de seulement 0,26%, c'est-à-dire que moins que la grippe. Il faut être sacrément Covid idiot pour prendre le risque du premier vaccin expérimental contre un nouveau virus ARN qui a été fait à la va-vite en 9 mois, 10 mois, au lieu de 5 ans. Surtout contre un virus qui mute plusieurs fois, ce qui fait que le vaccin développé correspond au virus d'il y a donc une dizaine de mois et non plus au virus actuel. Mais enfin, bon, ça c'est le bon sens qui parle, mais bon, les savants qui parlent sur les plateaux télé, ils en savent mieux que nous, hein, certainement. Hein. Enfin, disons, leur portefeuille aussi, compte tenu des subventions qu'ils touchent des laboratoires, s'en porte beaucoup mieux que les nôtres. Je vous laisse dans 15 secondes. À tout de suite. Merci. Je reviens vers vous. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur les élections présidentielles américaines, mais pendant que tout le monde a le regard fixé sur la fraude électorale, je suis tombé sur un message d'un site et d'après, comment dire, oui, un site de loi hein, réservé aux avocats, etc. Bon, donc, pendant que tout le monde regarde cette fraude, l'association du barreau de l'État de New York a adopté samedi, donc c'était l'autre samedi il y a une semaine, une résolution exhortant l'État à envisager de rendre obligatoire la vaccination Covid-19 pour tous les New-Yorkais lorsqu'un vaccin deviendra disponible. Et ce, même si les gens s'y opposent pour des raisons religieuses, philosophiques ou personnelles. Mary Beth Morrissey, présidente du groupe de travail sur le Covid-19 de la section du droit de la santé de l'association du barreau, a déclaré dans un communiqué après les votes de samedi « Le pouvoir de l'État de répondre à une crise de santé publique est bien établi dans le droit constitutionnel ». Voilà. Donc, vaccination obligatoire pour New York. Et je suis aussi le hasard des recherches Internet. La Nouvelle-Zélande annonce des camps de quarantaine où les patients positifs seront placés de force. Il y a seulement eu 25 décès de coronavirus, il me semble, sur une population de 5 millions d'habitants. Et les médecins sont désormais chargés de gérer tous les cas positifs confirmés dans un camp de quarantaine, selon le directeur général de la santé, le docteur Ashley Bloomfield. Il dit « J'indique maintenant aux médecins hygiénistes que tous les cas confirmés doivent être gérés dans un établissement de quarantaine. » Voilà. Cela s'appliquera à tous les cas et aux membres de la famille proche qui pourraient être à risque le cas échéant. Ce pays dispose donc de 32 installations d'isolement et de quarantaine gérées avec une capacité opérationnelle de 6260 personnes. Vous vous rendez compte ? Donc, mais ce n'est pas le pire. Les patients seront retenus contre le gré dans les camps de quarantaine jusqu'à qu'ils soient testés négatifs pour le virus. La première ministre, Jacinda Ardern, du Parti travailliste néo-zélandais de centre-gauche, a annoncé dans une vidéo que si les personnes envoyées dans les centres de quarantaine refusent d'être testées, elles devront rester donc au camp pendant 2 semaines supplémentaires après leurs 2 premières. Donc une bonne incitation à se faire tester pour le virus. Si quelqu'un refuse dans nos installations de se faire dépister, il doit rester. Ils ne pourront donc pas partir après 14 jours. Ils doivent rester encore 14 jours de plus. C'est donc une assez bonne incitation. Soit vous faites vos tests, soit nous vous garderons dans l'établissement le plus longtemps. Donc je pense que la plupart des gens regarderont cela et diront « je vais passer le test ». Enfin bon, le test, on peut le passer. Hein. C'est surtout le vaccin qui me fait peur, moi. Voilà. Hein. Le gouvernement a également ordonné à Air New Zealand de suspendre toutes les réservations internationales dans le pays car les projections montrent que les installations de quarantaine approchent de leur capacité. C'est très bizarre, ça. Enfin bon. Toute personne se rendant en Nouvelle-Zélande doit avoir une réservation confirmée dans un camp de quarantaine. Il sera également interdit aux passagers d'embarquer sur leur sol, à moins qu'ils ne présentent leur bon émis par le gouvernement comme preuve. Voilà. Hein. Et bien voilà, hein, petit à petit, ça se met en place. Hein. On est d'accord ? Et on est d'accord, hein, si on vous avait dit ça il y a 1 an. Voilà. Alors, je reviens en termes de généralité sur les élections. C'est quand même incroyable que d'aussi vastes manœuvres frauduleuses se soient tenues dans le cadre des élections présidentielles américaines en 2020, à l'ère de la haute technologie. Ça fait quand même penser à un plan bien huilé. Hein.
Cette fraude électorale dépasse de loin le seul objectif de débarquer Trump du pouvoir. C'est surtout une tactique aussi. On parle du grand reset, mais c'est le grand reset de la démocratie, voire la fin de la démocratie. On va susciter le vote électronique et l'obligation de présenter une identité numérique pour tous les électeurs. Comme ça, il n'y aura plus de fraude. Et ben, pour avoir l'identité numérique, il y a peut-être un vaccin, vous voyez, ça revient à ce qu'on disait. Dans le vaccin, vous avez une identité numérique, et en fin de compte, vous ne pouvez pas voter 2 fois. Il n'y a plus de triche. Une identité numérique correspond à une personne vote. Voilà. Donc on détruit la paix et la cohésion sociale par des révolutions civiles. On va instaurer la loi martiale et laisser en place un État policier pour prévenir les incidents qui ont mené au drame de l'élection 2020. On ne peut plus vous laisser voter. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, il y a de la triche. Donc maintenant, on va serrer la vis, ça sera un État policier, parce que vous n'êtes pas assez, autonome, assez collectif pour exercer votre droit de démocratie. On va réprimer, criminaliser les idéologies associées à Trump ou à la nation, si vous voulez, de près et de loin, parce que ces idéologies de souveraineté, de patriotisme, on les associe à du racisme, et donc ça trouble la paix et ça menace la sécurité. C'est-à-dire que les nationaux qui défendent leur patrie contre une subversion migratoire, contre l'invasion, contre l'insécurité, contre des religions qui peuvent éventuellement semer le trouble dans leur pays, mais ils n'ont pas le droit de se défendre, parce qu'en fin de compte, quand vous vous défendez, c'est vous qui troublez la paix et qui menacez la sécurité. Bien. Donc, bien entendu, comme ça, on va supprimer les politiques nationalistes et protectionnistes au profit du collectivisme. La seule solution au drame humain, c'est tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on se mélange tous. Et voilà le plan. Et ce plan, il poursuit sa trajectoire et rien ne l'arrêtera à première vue, sauf si on se bouge. Bien. Et bien alors, je vais vous parler de quelqu'un. J'avais fait allusion et du coup, je n'ai pas pu, sur ma vidéo de Patrick Jardin, elle était déjà suffisamment longue. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'est exprimé pour le 11 novembre. C'est le général Picmal, né le 17 décembre 1942. Il a 78 ans. Il a été général de corps d'armée, un régiment étranger de parachutistes. Voilà. Le seul souci, c'est que le 16 février 2016, il a manifesté contre l'islamisation de notre société, contre les migrants à Calais, etc., etc. Et du coup, il a été un petit peu, on va dire, bien qu'il soit à la retraite, il a été radié, il n'a plus le droit de porter son uniforme. Alors, il y a un texte, je vais vous le lire, qui est assez... mais bon, parole de français, 11 novembre 2020. En ces temps irrespirables, masqués jusqu'aux yeux, privés en tant que peuple du 11 novembre par l'urgence sanitaire, sommes-nous encore dignes de nous appeler peuple français ? Allons-nous plier encore une fois devant ce nouveau diktat gouvernemental où l'inéquité est de mise ? Rappelons-nous ces jeunes maquisards descendus du Haut-Maquis du Jura le 11 novembre 1943 pour commémorer au péril de leur vie l'armistice à la barbe de l'occupant et de la milice, des jeunes dont certains n'avaient pas 16 ans, plus de 450 déportations et nous aujourd'hui, rien ou presque. Quand je pense aux vaillants soldats de 14-18 avec leurs masques à gaz face à notre couardise collective, j'ai honte. Aujourd'hui, beaucoup pensent faire preuve de civisme en se soumettant à des lois sanitaires tellement controversées qu'il est pitoyable qu'un tel manque de caractère et d'esprit critique existe. Oui, que sommes-nous devenus ? Une bataille sans espoir, sans courage. Pourquoi un tel effondrement de notre courage et nos valeurs ? L'humanisme est désormais une impasse, une gageure, que dis-je, une imposture. L'antichambre de la barbarie consentie comme le montrent nos attentats quotidiens. Pas de 11 novembre populaire cette année pour cause de Covid. Comment tolérer une pareille forfaiture, une pareille escroquerie sanitaire ? Oui, le Covid a bon dos. La vraie raison est de faire de nous des esclaves numériques, sans âme ni conscience, pour masquer une vie sociétale devenue impossible. À ce jeu-là, nous serons très vite des citoyens virtuels. La démocratie est un leurre et l'humanisme dévoyé, le levier de notre génocide programmé. Nos maîtres oligarchiques nous veulent l'ombre de nous-mêmes, juste de bons moutons citoyens, des cobayes à prix d'or dans leurs poches,
des esclaves dociles pour la future dictature de l'intelligence artificielle, où le transhumanisme broiera le monde naturel, originel. Liberté, égalité, foutaise. Voilà la belle France que ces élites funestes ont édifiée. Tout est bon pour détruire la France réelle, la France originelle. Oui, tous ces tartuffes républicains y participent pour défendre leurs privilèges en assénant une culture de mort à chaque instant grâce aux médias néfastes et vendus au pouvoir. Cependant, en ce 11 novembre, fête ancestrale de la Saint-Martin qui consacrait la fin des travaux des champs et le repos de l'hiver, je voudrais rendre hommage aux rares familles de France respectueuses de nos traditions, de nos ancêtres, soldats intrépides et glorieux. Ne comptez pas sur les paroles assassines du président de la République à notre attention. Il est un petit liquidateur de la France. J'en veux pour preuve le Conseil des ministres du 28 octobre, où pas une ligne ne concerne notre sécurité, mais en revanche figure le décret concernant l'Alsace qui devient une territorialité à visée européenne à compter du 1er janvier 2021. La vérité est que cette mesure est une des applications néfastes du traité d'Aix-la-Chapelle signé le 22 janvier 2019 par Macron. Cette ville allemande qui ne touche même pas aux frontières de la France et n'est reliée à notre histoire que par Charlemagne et la cape de Saint-Martin, dont la ville garde des reliques. Il est clair que nos aïeux ont enduré toutes ces souffrances pour rien. Il est clair que le centenaire de l'armistice de 2018 a été une injure de l'Allemagne à la France sous la gouvernance Macron. Il est clair que l'on dépaisse notre pays inexorablement entre zones de non-droit qui dissimulent des califats organisés et le rattachement de nos frontières aux pays limitrophes. On disloque ce que nos ancêtres ont construit avec leur courage et leur sang et ont détruit notre civilisation. Et pendant ce temps-là, Gérard Darmanin profane le drapeau français, notre drapeau en Algérie. En visite dans ce pays afin d'évoquer avec ses homologues algériens la lutte internationale contre le terrorisme, notre ministre de l'Intérieur a également déposé une gerbe aux couleurs françaises devant les mémorials du martyr, monument érigé en 1982 pour les 20 ans de l'indépendance algérienne, qui rend hommage aux martyrs du FLN qui se sont battus contre la France. Il est dédié aux morts du FLN et des terroristes algériens qui ont assassiné des militaires, des civils, violé des femmes, massacré des enfants. Oui, ce geste est une honte, un véritable déshonneur. Cet acte est une insulte à tous les morts français. Comment un ministre de la République a-t-il pu commettre une telle infamie, une telle injure à la France ? On le constate avec effroi, l'oligarchie au pouvoir détruit notre civilisation, bafoue notre histoire, se complaît dans la repentance et le déshonneur. Oui, ce 11 novembre, tout Français véritable a le devoir de demander ce secours qui nous a jamais fait défaut dans les heures graves de notre histoire. Nos âmes même doivent sonner le tocsin. Oui, sonnons le tocsin de l'âme. Alors l'homme et la femme providentielle viendra et chassera les coquins, les malfaiteurs qui nous gouvernent et imposent la loi du mal, du meurtre, maquillé en bien. Ne laissons pas ceux qui nous gouvernent faire régner le mal sur terre. L'heure de l'affrontement arrive, ne tombons pas dans les pièges. La tête du mal est ce pouvoir inique, ce pouvoir qui nous veut pucer, étiqueter, tester, chosifier. Ces élites mortifères sont responsables des horreurs commises dans le monde en notre nom, usurpées et salies par nos propres institutions. Le peuple devra donc, tôt ou tard, se désolidariser de ce pouvoir afin de rester en vie. C'est toujours le noble combat d'Antigone contre Créon. Quelle loi peut empêcher un Français de rendre hommage à un membre de sa famille dont le nom est inscrit sur un monument aux morts ? Qui peut nous empêcher de nous recueillir ? Personne. Beaucoup des couards qui nous gouvernent n'ont même pas leur nom sur nos monuments et d'autres ont renié le sacrifice de leur père. Pensons ce 11 novembre à toutes les victimes civiles livrées en pâture par cette gouvernance délétère. Le carnage de ces derniers jours a encore écrit de nouveaux prénoms. Assez. Défendons nos familles. Le 13 novembre, souvenons-nous de l'horreur du Bataclan, nous faisant entrer dans les exactions quotidiennes contre le peuple français. Défendons nos familles. Refusons le déni de guerre organisé par nos dirigeants pour nous soumettre par la terreur. Non, nous ne nous laissons pas non plus gouverner par la peur. Que Saint-Michel, patron de la France, qui mena Jeanne et nos armées à la victoire, assiste les Français et nous aide à faire face et à nous réveiller. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? C'est l'heure. Signé Christian Picmal. Si vous souhaitez avoir le texte du discours, je peux vous l'envoyer par mail. Vous avez mon adresse mail
dans les commentaires, dans les explications. Voilà. Bon, j'avais dit que je posterais ce discours. Je l'ai lu. Nous sommes d'accord? Tout ce que je peux vous dire, c'est que plus rien ne sera comme avant. Réfléchissez. Là, j'entendais ce matin à la radio, on est en train d'installer des centres de vaccination en Allemagne. C'est tout prévu. Ils sont déjà organisés. Tout le monde va y passer. Il va y avoir une grosse quarantaine de centres de vaccination, étant donné qu'effectivement ce vaccin est conservé à moins 70 degrés, etc., etc., etc. Voilà. C'est pas un truc anodin où on va chez le toubib, une petite piqûre et terminé. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne réflexion. On va revenir. Alors, chose importante donc à retenir, déjà la retraite. Et encore, on peut se poser la question parce que quand il va y avoir une espèce de confiscation peut-être de tous nos avoirs, de nos biens sur nos comptes en banque, compte tenu des millions et des millions de chômeurs que va laisser cette crise pseudo-sanitaire, je pense que par la suite, on va venir à une espèce de RSA, de revenu minimum universel. Et du coup, la retraite, en fin de compte, tout le monde va toucher une très modique somme. Alors ceux qui ont du travail pourront compléter, et puis ceux qui n'ont pas de travail, devront se contenter avec, je sais pas, 600, 800 euros. Et voilà. Enfin, un pressentiment. J'ose espérer qu'on n'en viendra pas jusque-là, mais je ne suis pas serein face à l'avenir, mais très 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 inquiet. Je me demande à quelle sauce on va être mangé. Posez-vous la question, réfléchissez, soyez très attentifs à ce qu'on vous dit. D'ailleurs, je vais revenir sur les propos de Castex, où il faut s'habituer à vivre avec le virus. On va vous mettre toujours la peur du virus pour mieux vous opprimer. Bon, écoutez, je vous laisse, on va aller travailler, pendant qu'il y a encore du travail, pendant que je peux encore sortir. Et puis, faites le maximum pour partager. Je peux demander où sont passés mes 6000 abonnés, parce qu'en fin de compte, ils ne regardent pas les vidéos, mais bon, c'est ainsi. Allez, j'ai la qualité si je n'ai pas la quantité. Allez, je vous embrasse tous. Partagez, commentez, je vous en prie. Et puis à très bientôt. Allez, passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.